Il est 12 heures. Dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue. Coronavirus au Sénégal, les chiffres progressent et inquiètent toujours plus. 125 morts, 4 nouveaux décès recensés, plus de 7160 cas diagnostiqués positifs dans le pays, 38 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Le dernier point complet sur l'épidémie à suivre dans ce journal. La commune de Kaolack a enregistré son troisième décès lié à la maladie. Pendant ce temps, à Diourbel, la contamination d'un élève en classe de CM2 à l'école Notre-Dame des Victoires fait réagir l'administration. Le directeur déclare qu'aucun enfant n'a été testé au niveau de cet établissement. Sa réaction à suivre dans ce journal. La rédaction reçoit ce vendredi Maître Hassan Diomandjaye qui revient sur le bras de fer entre le site Juste et le ministre de tutelle et la présence de la Covid dans certaines prisons du Sénégal. Sur l'international, changement de visage à la tête du gouvernement français, Jean Castex est nommé ce vendredi Premier ministre en remplacement d'Edouard Philippe. La page culture d'Amadou Moustapha Dian et la revue de presse de Adja Ndeye Marième Ndiaye vont compléter ce Sud Midi, mis en onde aujourd'hui par Hassan Wade. Les détails, c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Pandémie de Covid-19 au Sénégal. Le bilan macabre grimpe à 125 morts, 4 nouveaux décès annoncés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 110 nouvelles contaminations révélées ce vendredi. 7164 cas diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus pour être précis, dont 29 cas issus de la transmission communautaire identifiés entre Dakar et Thiès. Le point du jour avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. 1078 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,2%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 80 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, 29 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Pout 4, Guédiawaye 2, Mariste 2, Niary Tally 2, Plateau 2, Thiès 2, Touba 2, Bargny 1, Centenaire 1, Diamniadio 1, Fann 1, Khombol 1, Liberté 2 1, Mbour 1, Mermoz 1, Ouakam 1, Popenguine 1, Yarakh 1, Yeumbeul 1 et zone B 1. 67 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures. Ce jeudi 2 juillet 2020, 4 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés. L'état de santé des autres patients reste donc stable. À ce jour, 7164 cas ont été déclarés positifs, dont 4666 guéris, 125 décédés et donc 2372 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus,
souhaite un prompt rétablissement aux malades hospitalisés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte encore une fois les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective qui impliquent entre autres le respect de la distanciation sociale ou distanciation physique d'au moins 1 mètre dans les lieux publics, mais également le port de masque, mais également en même temps le lavage des mains. Ne pas oublier que les malades chroniques doivent observer le rendez-vous dans les structures hospitalières. Les autres services doivent continuer, notamment la vaccination des enfants, les consultations pré- et postnatales des femmes. À l'instant, Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. La commune de Kaolack a enregistré un 3e décès lié au nouveau coronavirus. 7 cas positifs également déclarés dans la commune. Il s'agit de 2 cas contacts et 5 cas issus de la transmission communautaire. À Diourbel, après la détection d'un cas de Covid dans une école, les autorités académiques rassurent le personnel, les enseignants, élèves et parents d'élèves. Le protocole sanitaire est respecté au niveau donc dans toutes les écoles, particulièrement à l'école Notre-Dame des Victoires. Les détails avec vous, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye qui revient sur la contamination d'un élève à Diourbel, un élève en classe de CM2. Les autorités académiques rassurent le personnel, les enseignants, élèves et parents d'élèves. Le protocole sanitaire est respecté dans toutes les écoles, particulièrement à l'école Notre-Dame des Victoires. Adam Ndiaye, que nous écoutons, l'élément n'est pas encore disponible, nous y reviendrons. Parlons donc de ces cours qui se poursuivent au niveau de l'école Notre-Dame des Victoires où le protocole sanitaire est respecté. Le directeur de l'école, Patrice Sen, déclare qu'aucun enfant n'a été testé au niveau de cette école. Patrice Sen est interrogé par Adam Ndiaye. C'est avec regret que j'ai vu dans la presse que cet enfant-là a contaminé ses camarades de classe et plus les membres de sa famille et que des enfants ont été testés chez nous. Ça, c'est archi faux. On n'a testé aucun enfant et on n'attend aucun résultat au niveau de l'école. Ce que je peux vous dire, c'est que les situations d'enseignement-apprentissage se passent. Les élèves sont venus ce matin, on fait les cours et je crois que c'est une situation que nous regrettons tous. Où est l'enfant? L'enfant est chez lui, il n'est pas venu. Hier même, il n'était pas là. Il est actuellement chez lui. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que en dehors de l'école, on ne maîtrise vraiment pas ce qui se passe. Donc, mais tout ce qui est du ressort de l'école, avec le comité d'éveil et d'alerte, nous prendrons toutes les dispositions idoines nécessaires pour protéger les enfants contre cette pandémie. À l'instant, Patrice Sen, directeur de l'école Notre-Dame des Victoires de Diourbel. À Diourbel, justement, après la détection d'un cas de Covid dans cette école, les autorités académiques rassurent le personnel, les enseignants, élèves et parents d'élèves. Le protocole sanitaire est respecté dans toutes les écoles, particulièrement à l'école Notre-Dame des Victoires. N'est-ce pas, Adam Ndiaye, vous êtes en direct? Oui, vous avez raison, les enseignements apprentissages se déroulent correctement au niveau de l'école élémentaire Notre-Dame des Victoires de Diourbel où un cas de la Covid-19 a été enregistré. Cette école de la commune respecte strictement le protocole sanitaire. À l'entrée, il y a un lavoir et un thermoflash pour mesurer la température des élèves et du personnel enseignant. À l'intérieur de la cour, plus de 5 lavoirs ont été prépositionnés et un thermoflash à l'entrée de la direction de l'école. À l'école Notre-Dame des Victoires, le protocole sanitaire a été bien respecté bien avant l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Pour Yankhoba Massali, l'inspecteur départemental de l'éducation, les autorités administratives et académiques sont très satisfaites des conditions de mise en œuvre du protocole sanitaire dans cette école Notre-Dame des Victoires. Il y a un dispositif de lavage des mains, mais aussi
l'observation de la distanciation sociale. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Diourbel rassure le personnel, les parents d'élèves, mais aussi les élèves. Le protocole sanitaire est respecté un peu partout dans le département de Diourbel. Pour rappel, il y a 4 cas de Covid-19 ce 3 juillet au niveau de la région de Diourbel. Il s'agit donc de 3 cas au niveau du district sanitaire de Touba, dont un issu de la transmission communautaire et un cas au niveau du district sanitaire de Diourbel qui est un cas contact. Adam Ndiaye depuis Diourbel pour la radio Sud FM. Merci à vous, Adam Ndiaye. Et puis, 1600 élèves et candidats au baccalauréat ont repris les enseignements apprentissage au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, mais les récentes fortes précipitations ont encore occasionné des ruissellements dans certaines salles de classe, dont la plupart sont vétustes. Les bâtiments sont humides et les salles ne peuvent plus résister à l'eau. L'administration se débrouille pour apporter des solutions urgentes. L'association des parents d'élèves s'indigne. Mamadou Camara. Une semaine après la reprise des enseignements et apprentissages des élèves qui sont en classe d'examen, de fortes précipitations ont été enregistrées à Kaolack. L'état de vétusté et de dégradation des bâtiments du lycée Valdiodio Ndiaye, ex-Gaston Berger, devient de plus en plus inquiétant. Le proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye pense que des solutions seront trouvées. Ndiougou Michel Fall. Il n'est pas dit que tous les jours il va pleuvoir, mais dans tous les cas nous allons trouver des solutions à ces problèmes-là. Surtout au niveau du bâtiment D. À notre niveau, au niveau surtout de notre budget de fonctionnement et autres, on va essayer de voir ce que nous pouvons faire pour que ce fonctionnement-là cesse. L'association des parents d'élèves lance un appel aux bonnes volontés pour la réhabilitation des salles de classe. Elhaji Abdoulaye Gueye. Il y a des classes où il y a un problème d'étanchéité et compte tenu aussi de la vétusté et de l'étroitesse aussi de certaines salles de classe. Nous avons ventilé toutes les classes, mais aujourd'hui nous sommes tout au début de l'hivernage. Il y a d'autres constats que nous devrons faire pour essayer de repérer les classes où il y a ce problème de ruissellement, d'étanchéité, pour essayer de voir certains partenaires pour qu'ils nous viennent en aide pour que ce problème-là puisse être résolu. Le problème au niveau du lycée Valdiodio Ndiaye, il y a de grandes personnalités qui ont eu à faire leur cursus scolaire ici. Mais malheureusement, ils ne font rien quand même pour changer les conditions. Donc c'est aussi le moment pour leur lancer un appel. Parce que le lycée, depuis qu'il a été construit, il n'y a pas eu une grande réparation qui a été effectuée. C'est la même année qu'on a construit le lycée Charles de Gaulle, le lycée Kennedy, etc. D'ailleurs, les gens font des efforts, mais ici vraiment, certaines grandes autorités ne font rien pour les lycées. Depuis 1958, il n'y a eu aucune grande réparation qui a été faite au niveau des différents bâtiments. L'administration du lycée Valdiodio Ndiaye lance également un appel à tous les anciens élèves pour la réhabilitation des salles de classe. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, l'amicale des anciens élèves du lycée Valdiodio Ndiaye, ex-Gaston Berger, a remis plus de 1500 masques et des produits détergents aux 1600 candidats au baccalauréat et aux professeurs. Cependant, la requête de réhabilitation des fonctions pédagogiques, académiques et écologiques introduites au niveau du Fonds mondial de l'environnement est rejetée. Et pourtant, une réussite d'un tel projet pourrait résoudre la souffrance du lycée. Elhaji Ibrahim Ndaw, ancien DG de la Sénélec et président de la dite amicale, regrette et lance un appel à l'État. Il est avec Mamadou Camara. Un projet que nous avons voulu appeler de réhabilitation des fonctions pédagogiques ou académiques et des fonctions écologiques de l'établissement. Académique parce que nous avons des salles qui peut-être commencent à avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques cas de dégradation. Mais nous avons aussi un environnement qui n'est plus propice à avoir, disons, la végétation, des conditions écologiques normales, comme les arbres fruitiers que nous avions, comme les espaces pratiquement assainis, etc. Et ceci fait que donc ce projet qui a été estimé à 450 millions de francs CFA a été soumis à ce qu'on appelle le Fonds des Nations Unies pour l'environnement. Mais effectivement, ces fonds fonctionnent selon des principes. La requête doit être envoyée par le gouvernement du Sénégal. Et quand on dit le gouvernement du Sénégal, puisqu'il s'agissait d'un problème d'environnement et d'éducation, c'est donc les deux ministères qui doivent donc conjuguer leurs efforts pour appuyer, n'est-ce pas, cette demande qui date quand même depuis maintenant 3 ans. Et une fois que ce projet, disons, aura le soutien du Fonds mondial de l'environnement, nous sommes sûrs que vous aurez ici le meilleur établissement, le meilleur établissement d'excellence dont nous rêvons tous, puisque quand il a été construit en 1900,
1958. C'était le premier établissement secondaire au-delà de Thiès dans toute l'Afrique de l'Ouest. Même Thiès a été réalisé pratiquement en même temps. Donc on peut dire que Dakar et Saint-Louis avaient juste deux lycées, le lycée Faidherbe et le lycée Jean-Jolan qui est devenu maintenant le lycée Lamine Gueye, faisant partie des premières journées des premières promotions. Quand on a introduit cette requête, la requête est d'abord partie directement au Fonds mondial des Nations Unies pour l'environnement et ils ont retourné le dossier au niveau donc du Sénégal pour que ce soit entre le ministère de l'Éducation nationale, puisque comme je dis, il y a des fonctions académiques et pédagogiques, et le ministère de l'Environnement à pouvoir donc présenter ensemble au nom du Sénégal requête. Mais l'introduction de la requête doit être posée et portée par le ministère de l'Environnement, puisque le Fonds mondial ne traite que sur les aspects environnementaux. Ce qui est sûr, c'est que c'est un dossier que nous suivons. Il y a des impacts réels, notamment en termes de recettes. Comme vous le savez, on a vécu et on vit encore une période relativement difficile. Heureusement que le chef de l'État a pris des mesures récentes et qui permettront de retourner à un fonctionnement normal partout au Sénégal, y compris au niveau de nos collectivités territoriales. Je disais tout à l'heure que c'est au niveau des recettes, entre autres, que nous avons surtout été impactés. Parce que vous le savez, le recouvrement a posé dans bien des collectivités locales, en tout cas nous qui sommes en zone rurale, pour aussi certaines zones urbaines où l'essentiel des ressources qui étaient collectées avec le recouvrement provenaient d'acteurs thèmes ou du dispositif informel, qui constitue d'ailleurs l'essentiel de notre tissu économique. Et justement, ce sont surtout ces gens qui étaient impactés au point que le chef de l'État les aide pour le volet alimentaire, mais aussi pour sauvegarder leurs emplois et leurs activités. Donc ces derniers, c'est pas forcément de leur faute, ils contribuaient comme avant à ces recettes des collectivités territoriales. Donc c'est le cas par exemple des marchés, prenez le cas même des impôts, ce qu'on appelle le FM4 par tête d'habitant. C'est une contribution pas énorme certes, mais qui était, compte tenu de la sensibilité, vous demandiez même aux gens de payer l'impôt en zone rurale, on vous dit il est en train de demander l'impôt alors que le chef de l'État a demandé à ce qu'on aide les gens. Alors que forcément il n'y a pas le lien. Mais le contexte, je veux dire, était tel que ces recouvrements ont connu donc des difficultés dans bien de nos collectivités locales. Donc nos ressources en ont pris un coup. L'autre élément, c'est que, à contrario aussi, on était obligé, ou à l'opposé, on était obligé de mobiliser une partie de nos ressources pour aider, pour venir en aide à ces mêmes populations. Donc vous dépensez plus et vous collectez moins, pour ne dire que vous ne collectez plus, forcément un impact réel sur les ressources des collectivités territoriales et quelque part un peu sur leur, pas forcément sur leur fonctionnement je dirais, mais en tout cas sur leur capacité à faire face aux attentes légitimes de nos administrés. À l'instant, Dr Mokoumba Diouf, président de la commission décentralisation de l'Association des maires du Sénégal, retenait qu'avec la reprise des activités économiques, les collectivités territoriales espèrent ainsi améliorer le recouvrement pour faire face aux besoins de la communauté. Ces collectivités territoriales qui subissent de plein fouet l'impact de la pandémie avec la baisse des recettes et des dépenses sociales accrues. Les étudiants orientés dans le privé réclament leur bourse d'études et le paiement de la dette due aux établissements d'enseignement privés. En conférence de presse, ils ont fustigé le mutisme des autorités de tutelle et invitent l'État à vite réagir. Boubacar Sall, le coordonnateur du cercle des étudiants orientés dans le privé avec Ayanda Mahim Diaye. Aujourd'hui, nous pensons que les autorités étatiques doivent prendre en considération que le problème des bourses et les aides, pour rappel, des étudiants orientés dans le privé doivent obtenir une moyenne supérieure ou égale à 14 pour pouvoir bénéficier d'une bourse. Ceci est discriminatoire. En ce que les étudiants orientés dans le privé ont droit à la bourse dans les conditions favorables, ce qui est discriminatoire. Et aussi, il y a pas mal de nos étudiants qui sont exclus ou envoyés dans les établissements privés à cause de non-paiement, n'est-ce pas, des dettes que l'État du Sénégal doit payer à ces établissements. Depuis des mois même, nous avons cessé de véhiculer nos problèmes à travers les médias et aussi les réseaux sociaux. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de réaction de la part du gouvernement, y compris aussi le ministre chargé de la formation professionnelle. Nous attendons les réactions positives de l'État, car il sera l'unique responsable de ce qui pourrait se produire. Sud FM. Kédougou est en plein dans l'hivernage. Le calvaire de certaines populations est devenu une grosse galère. C'est le cas dans la commune de Ninefécha
où plusieurs villages deviennent inaccessibles. C'est ce que nous dit en tout cas Boubacar Tamba dans ce reportage. Il pleut des cordes depuis 2 jours et les populations des 24 villages de la commune de Nénéficha, dont le chef-lieu est distant de Kédougou de 40 km, ont perdu le sommeil. Il n'y a plus de route, nous a conté Dondo Keita, il est le maire de Nénéficha. L'exemple de villages qui sont sur le plateau, il y a au moins une dizaine de villages. Pour y arriver, c'est très difficile. D'ailleurs, moi, quand le Pendel nous avait octroyé un financement qui était une valeur de 20 millions, moi j'avais décidé d'augmenter pour aménager ne serait-ce que la montagne de Angusaka, pour que les gens puissent facilement y accéder. Parce que même en saison sèche, on ne peut pas aller là-bas. Même pour faire des constructions, on a des problèmes. Et pourtant, c'est une zone économique. Oui, c'est une zone économique parce que les mangues, il y en a beaucoup. Ici, il y a beaucoup de gens, des opérateurs qui vont chercher. Les pains de singe, la même chose. Il y a les mads aussi qui sont là-bas. Parce que d'ailleurs, avant qu'on commence à transporter sur les villages qui sont en bas, on commence sur le plateau. Même pour aller à Chokoy et aller jusqu'à Wuntugure aussi, c'est très difficile. Parce qu'il y a des rivières. Quand ça pleut, on ne peut plus aller en véhicule. Peut-être que même en moto ou à vélo, vraiment c'est difficilement qu'on parvient à accéder. Ou des fois, il faut attendre une journée que l'eau passe pour pouvoir passer. Assoni, c'est un village vraiment agricole. Là, même les producteurs, s'ils parlaient avec les gens, ils vont vous dire, même pas en saison sèche, même à la récolte, au mois de décembre, janvier, pour que les opérateurs aillent acheter là-bas le riz, ils diminuent 10 francs sur le prix. Ils disent parce que c'est l'accessibilité. Et pourtant, c'est l'ordre de 7 km de la route départementale de Salémata. L'édile de Nénéficha d'en appeler au concours de l'État. Que ça soit le pays d'essai, parce qu'ils font des pistes, que ça soit Prima, ou bien qu'on nous parle aussi de Pakassène qui rira. Mais si ça venait, moi c'est les pistes là que j'allais demander. Partout dans la région de Kédougou, en période hivernale, il se pose de sérieux problèmes de mobilité. Boubacar Tamba, Kédougou, Sud-Afrique. Sur FM Dakar, il est 12h25, plus que quelques heures avant le début des opérations de désencombrement de la voie publique qui concerne les emprises occupées par les cantines situées sur le pourtour du bâtiment central de Sandaga. L'autorité préfectorale parle d'opérations indispensables car les nouveaux bâtiments qui seront construits vont faciliter le retour des commerçants qui étaient établis et qui ont quitté depuis 7 ans. Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samba, est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Je dois rappeler que ce sont les commerçants qui sont partis voir Monsieur le Président de la République pour solliciter de lui la réhabilitation du marché Sandaga, fermé depuis l'incendie de 2013. Ce marché était occupé par des commerçants qui présentement, depuis 7 ans, je dis bien 7 ans, sont sur le site du champ de course. Aujourd'hui, les cantines qui ont été ciblées sont les cantines qui ceinturent le bâtiment central et celles qui font face, qui pour des raisons de sécurité ne peuvent pas rester au moment des travaux. Tout Sandaga ne déménage pas. Je précise bien que tout Sandaga ne déménage pas. Il s'agit tout simplement des cantines qui sont autour du bâtiment central, sur l'avenue Lamine Gueye, sur Émile Badiane et sur la rue Fandinieri. Et celles qui font face au bâtiment central entre le rond-point de Sandaga et Fandinieri prolongé. Donc c'est seulement cette partie qui est nécessaire, j'allais même dire indispensable aux travaux qui sera délocalisée. C'est une opération qui est indispensable pour que la requête des commerçants faite à son excellence Monsieur le Président de la République, pour que cette requête-là puisse être satisfaite. Pensons à ceux qui sont sur le site de champ de course depuis 7 ans. Pensons à tous ces commerçants, même eux-mêmes, qui sont dans des conditions précaires, qui après les travaux seront dans un bâtiment plus sûr, seront dans un centre commercial aux normes internationales. Nous pensons à eux. Donc, comme je le dis, j'espère que la raison l'emportera. Je lance un appel vibrant à nos amis, c'est des frères, c'est des amis, c'est des oncles, à nos parents de Sandaga, qu'ils rapidement se rapprochent. Chacun, en fonction de la taille de la cantine que tu occupes, va être relogé dans de meilleures conditions, dans des cantines qui ont une taille au moins égale ou à la limite supérieure.
Les précisions du préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, je l'avais annoncé en titre, grève du SYTJUST. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme regrette cette situation qui impacte sur le fonctionnement de la justice, selon Maître Assane Dioma Ndiaye, qui sera d'ailleurs l'invité de la rédaction. L'État doit trouver une solution en ouvrant des négociations. Une cinquantaine de tonnes de sachets plastiques a été saisie dans les marchés et autres grandes surfaces du pays. Le ministère de l'Environnement, la douane et les autres acteurs vont toujours en guerre contre les sachets plastiques dont l'utilisation est interdite depuis le 20 avril dernier au Sénégal. Une loi qui entre en vigueur, mais sur le terrain, elle pose problème parce qu'il y a beaucoup de commerçants récalcitrants à l'occasion de la journée mondiale sans sac plastique célébrée ce vendredi. Pour le directeur de l'environnement, seul l'arrêt de l'importation du plastique et la production dans le pays pourrait régler le problème. Baba Dramil se nomme, il est le directeur de l'environnement, joint par Mamdiara da Silva. La situation des sacs plastiques aujourd'hui est une situation un peu complexe, si je peux m'exprimer ainsi, parce que la loi est entrée en vigueur depuis le 20 avril dernier et malgré tout, on constate que sur le marché, il y a toujours des sachets plastiques qui sont utilisés malgré les efforts que l'État est en train de faire à travers le ministère de l'Environnement, à travers la douane, les commerces, etc., pour appliquer les dispositions de la loi qui interdisent ces sachets plastiques. Malgré tout, le ministère de l'Environnement ainsi que la douane sont en train de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour décourager ceux qui sont tentés justement de violer la loi et le règlement qui interdit ces produits. Donc il y a énormément de saisies qui ont été opérées sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, on est autour d'une cinquantaine de tonnes qui sont saisies dans les marchés, dans certaines grandes surfaces qui utilisaient ces produits prohibés et les opérations vont se poursuivre. Alors à côté maintenant, il faut véritablement se réjouir du fait que nous constatons de plus en plus dans certains endroits où on utilisait les sachets plastiques, que les commerçants sont en train d'utiliser des sachets en papier, ce qui est tout à fait réconfortant pour nous et nous espérons que si la tendance se poursuit avec l'arrêt systématique de l'importation de ces produits et leur production ici sur le territoire national, nous pouvons arriver à des résultats meilleurs en termes d'assainissement du marché sénégalais. À l'instant, Baba Dramé, directeur de l'environnement, il est exactement 12h30 ici à Dakar, même heure si vous êtes au Mali. GMT plus 2, si vous êtes en France, vous pouvez nous écouter via www.sudfmsenradio.com. Sud International. Au Mali, le pays est toujours théâtre de revendications politiques fortes, celle du mouvement du M5, Rassemblement des forces patriotiques, mais cette coalition politico-civile amenée par l'imam Mahmoud Diko change de ton vis-à-vis du pouvoir. Le M5 propose au pouvoir un gouvernement de transition assorti de certaines conditions, dont le droit de choisir le Premier ministre et la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale. Voilà qui n'est pas acceptable par les proches du pouvoir. Omar Gadigou, le coordinateur de la convergence des forces républicaines proches du parti au pouvoir, juge que ces revendications ne sont pas acceptables. Il estime qu'elles sont antidémocratiques et anticonstitutionnelles. Changement de visage à la tête du gouvernement en France. Jean Castex a été nommé Premier ministre ce vendredi en remplacement d'Édouard Philippe, inconnu du grand public. Jean Castex est l'homme qui a dirigé l'opération de déconfinement pour le gouvernement. Il a notamment été secrétaire général adjoint de la présidence de la République sous Nicolas Sarkozy. Le haut fonctionnaire a été directeur de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la Santé et des Solidarités en France. En France toujours, le djihadiste français Tiller Vilus, émir du groupe État islamique, jugé devant la cour d'assises de Paris pour des crimes commis en Syrie de 2013 à 2015. Le parquet, je vous le rappelle, a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le présumé djihadiste. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Assane Dioma Ndiaye, qui regrette la situation qui prévaut donc dans le secteur de la justice, grève du SYTJUST. Pour en parler, selon Maître Assane Dioma Ndiaye, l'État doit trouver une solution en ouvrant des négociations. Il est joint par El Hadj Malick Ndiaye.
Hassan Diomandjaï, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Alors, maître, depuis quelques jours, le Sytjust est en grève. Alors, quelle appréciation faites-vous de ce bras de fer entre le Sytjust et la tutelle? Oui, d'abord, beaucoup de regrets parce que nous sortons d'une crise sanitaire qui a pratiquement désorganisé, déstabilisé l'année judiciaire. Et il était entendu que le cours normal de la justice reprendrait vers le courant de juin ou au plus tard au mois de juillet. Et voilà que d'autres perturbations viennent se greffer à ce fait pratiquement qui relève de cas de force majeure. Donc cela veut dire que l'année judiciaire est pratiquement compromise, puisque nous ne voyons pas de lueur d'espoir au vu du blocage qu'il y a aujourd'hui, du refus de l'État et du ministère de la Justice d'ouvrir des négociations avec le Sytjust. Ismaïla Madior Fall, nous, la société civile, le Forum du Justiciable, la Ligue sénégalaise, la RADDHO et l'Association des femmes juristes s'étaient investis afin de trouver des accords durables et définitifs. Et il y avait des acquis qui étaient là, il ne restait qu'à les matérialiser sous forme de décret. Et aujourd'hui, tout semble être remis en cause. Et nous voilà partis encore pour une période d'incertitude qui va préjudicier aux justiciables. Parce que si l'accès à la justice n'est pas garanti, si les audiences ne se tiennent pas, même à supposer qu'on prenne des greffiers ad hoc, des gendarmes pour tenir des audiences, évidemment cela aura des répercussions très graves au niveau de la rédaction et de la délivrance des jugements et des voies de recours qui seront exercées après, parce que les greffiers n'accepteront pas de statuer ou en tout cas de rédiger des décisions qui ont été rendues à leur insu. Donc vous voyez, l'embarras que nous avons d'abord en tant qu'acteurs de la justice, mais surtout en tant que défenseurs des droits de l'homme qui se sont investis pour la promotion et la défense des droits des citoyens. Alors, l'autre fait majeur, c'est surtout la présence de la COVID-19 dans certaines prisons. C'est le cas à Diourbel et à Thiès. D'ailleurs, à Diourbel même, les audiences ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Alors, comment l'État doit gérer ce problème? Oui, je crois que c'était ce qui était le plus redouté par rapport aux conséquences de la COVID-19. Parce que si nous sommes en milieu ambiant, c'est-à-dire dans le milieu libre, les personnes, les citoyens, les États peuvent préconiser des mesures barrières et éventuellement aménager des mesures de traitement en cas de maladie, peuvent anticiper et ensuite, en cas de maladie, évidemment, transférer rapidement les cas au niveau de centres hospitaliers. Mais en milieu carcéral, évidemment, vous n'avez pas les conditions d'application de ces mesures barrières. La promiscuité fait que le degré de contagion, de transmission de la maladie est beaucoup plus rapide et vous n'avez pas des centres de traitement au niveau de ces maisons d'arrêt, notamment en ce qui concerne une épidémie ou une pandémie comme le coronavirus. Donc, vous voyez, c'était redouté. Les Nations Unies, déjà, dès l'entame de la maladie, avaient préconisé que les États élargissent le nombre de détenus le maximum possible afin de prévenir en vertu du principe de précaution. C'est vrai qu'au Sénégal, on a pris des mesures. C'est vrai qu'il y a eu des mesures de grâce. Il y a eu aussi beaucoup de libertés provisoires qui ont été accordées. C'est vrai aussi que les procureurs, finalement, avaient réduit au minimum les mandats de dépôt qui étaient délivrés. Mais au finish, la population carcérale est restée telle parce qu'on a connu beaucoup de déferments pendant cette période de Covid-19 et beaucoup d'affaires judiciaires qui se sont révélées au Sénégal et qui ont été souvent relayées par la presse. Donc ce qui était redouté, c'est que la maladie n'intègre pas le milieu carcéral. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. Évidemment, le discours de l'État est plus ou moins rassurant. On nous dit qu'on est en train d'endiguer le phénomène, on est en train de maîtriser, mais évidemment, nous pouvons croire à ce discours. Mais pour autant, nous devons être vigilants, parce que le droit à la santé, le droit à la vie, prime sur toute autre considération. L'exigence de justice ne doit pas primer sur des droits fondamentaux comme le droit à la vie et le droit à la santé. C'est pourquoi nous disons que si d'aventure le phénomène s'accentuait, si évidemment la chaîne de contamination n'était pas maîtrisée, l'État serait obligé de prendre des mesures
concrète et idoine de manière à préserver la vie de ces détenus. Donc c'est une situation que nous suivons en espérant que l'État fera preuve de responsabilité et que toute la vérité sera dite afin que nul n'en ignore et que toutes les mesures qui s'imposent soient prises. Alors, les avocats de Hissène Habré ont sorti un communiqué par rapport à la présence du coronavirus dans les prisons. Alors, quelle est votre réaction en tant qu'avocat des victimes et surtout président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme que vous êtes? Oui, je voudrais préciser qu'avant d'être avocat des victimes, je suis avant tout défenseur des droits humains. Et je dois également rappeler qu'à l'époque, quand le président Wade avait pris la décision de rapatrier Hissène Habré au Tchad à l'époque, c'est nous-mêmes qui nous étions levés pour dire les premiers qu'il n'est pas question qu'on livre Hissène Habré au régime de N'Djamena, sachant qu'il serait une victime potentielle et qu'il allait certainement être exécuté dès qu'il mettrait les pieds à N'Djamena. Donc, de la même manière que nous avions défendu à l'époque M. Hissène Habré, nous continuons de le défendre. Nous disons que c'est une personne vulnérable et qu'on doit lui assurer le droit à la santé, le droit à la vie. Donc, aujourd'hui, si l'administration pénitentiaire estime que dans l'appartement présidentiel qu'il y est aménagé au niveau du Cap Manuel, parce qu'il faut dire que nous sommes en matière de procès international et que les standards internationaux avaient exigé qu'il bénéficiait d'un régime qui soit conforme aux standards internationaux. Donc aujourd'hui, si on estime qu'il est confiné dans son appartement et qu'il est plus en sécurité dans cet appartement que dehors même, parce que là-bas, il est seul, il n'y a pas de risque qu'une personne étrangère vienne le contaminer. Si on estime que son droit à la santé est assuré, il n'y a pas de problème. Mais si d'aventure d'autres mesures s'imposaient pour préserver son droit à la santé, je pense qu'on devrait aller vers ce sens, parce que je pense que c'est une personne respectable, c'est une personne humaine. Le droit à la santé, comme je l'ai dit, prime sur toute autre considération. Et je pense que l'État du Sénégal est conscient de cela et fera tout pour que les droits fondamentaux de M. Hissène Habré soient assurés. Et de toutes les façons, nous nous battons pour tous les citoyens, tous les êtres humains, sans distinction de race et de rang, de classe sociale. Et c'est un être humain qui doit être préservé. Maître Assane Dioma Ndiaye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on nam ci tube orange ou le tube télécom, c'est que ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire bo xamni bokk na ci yi nga xamni mo mujjé génn ci aduna bi. Amit capacité de production bu doy. Lo ci soxla rek ñu defal lako. Ba noppi it dañ lay jappalé ci rapport qualité prix. Topato la, xol say bëgg-bëgg, gunge la, jappalé la. Am nañu équipe bu dynamique bo xamni lolu rek moko taxa juk. Dañuy fexé client bi bëgg lool, di kontaan lool. Luñu la jox nga né gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC, ñanga ci domaine industriel de Diamniadio, le numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, étanchéité ak fibrociment pour toiture. ñun waa réew mi xam nañ ne boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut moo tax établissement Mbaye et Frères jóg ci sa teel moo tax ngeen taamu ko. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi, inox ngir seeni ouvrage balcon ak yeneen. Profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme verre. Te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1
avenue Cheikh Ahmadou Bamba, téléphone 33 864 75 15 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ba nekk ca Parcelles Assainies jàkkaarloog croisement 22 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et frères vous offrent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans Sud Quotidien, nos confrères nous font l'état des lieux concernant les opérations de distribution de l'aide alimentaire aux ménages vulnérables. Lors de son adresse à la nation, le lundi 29 juin dernier, le chef de l'État avait indiqué que sur les 552 communes du pays, 438 ont terminé la distribution et que le reste des opérations est en cours dans 114 communes. Mieux, le président fera savoir que des quotas spécifiques seront alloués à d'autres catégories socio-professionnels. Ainsi donc, initialement prévu pour une durée de 15 jours, les opérations de distribution des denrées alimentaires aux ménages vulnérables ne sont pas encore terminées près de 2 mois après à cause des impairs notés. Et tout d'abord, retenons qu'à Ziguinchor, la distribution des kits alimentaires a imprimé une situation de polémique indescriptible dans la plupart des quartiers de Ziguinchor. À Sédhiou, même si l'ensemble des 3 départements de la région ont déjà bouclé leurs opérations de distribution de kits alimentaires, cela n'empêche que la clameur générale demeure la caducité du registre national unique avec son corollaire de bénéficiaires contestés. À Diourbel, des communes attendent toujours d'être servies et à Saint-Louis, 34 communes sur les 38 ont terminé la distribution. Situation de la pandémie à coronavirus ici au Sénégal, notre pays a franchi la barre des 7000 cas positifs et nos confrères de Libération nous indiquent que 5254 cas sont répertoriés dans la région de Dakar qui demeure l'épicentre du virus. Cependant, Thiès surclasse désormais Diourbel. Ces chiffres, selon nos confrères de Vox Populi, confirment la situation alarmante et nos confrères nous parlent de cette hausse des cas de 38% rien qu'au mois de juin. Ces chiffres font peur, selon nos confrères du journal Les Échos. C'est pourquoi les autorités sanitaires optent pour un nouveau plan de riposte. En effet, dans le journal LAS, nos confrères nous indiquent que notre pays est en train de vivre une nouvelle tournure dans la gestion de l'épidémie à coronavirus et désormais, certains patients sont pris en charge à domicile pour faire face à la tension relative à la disponibilité des lits au niveau des centres de traitement d'épidémie. Mieux, les tests sont assouplis et effectués sur des personnes symptomatiques et vulnérables. Et même dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent que notre pays a décidé d'abandonner les tests systématiques des cas contacts au profit des cas symptomatiques et des personnes vulnérables avec comme objectif de réduire la mortalité de ces catégories sociales. Des cas de Covid-19 déclarés à la société Sen'Eau, ce sont nos confrères de Wa Grand Place qui nous en parlent. Nos confrères nous indiquent que 5 agents sont concernés et c'est le sauve-qui-peut général chez les travailleurs. Et notons qu'à Diourbel, un élève en classe de CM2 a été testé positif et c'était donc hier la panique dans cette école privée. Et l'on nous signale même dans le quotidien LAS que parmi les membres de sa famille, 2 ont été testés positifs à la Covid-19. Aussitôt, nous disent nos confrères, l'établissement a été fermé pour se conformer aux mesures de prévention contre la maladie et toutefois, cette décision risque d'entraîner un nouvel arrêt des cours de quelques semaines pour les élèves de cette école, alors que d'autres poursuivent leurs apprentissages. Saourou Sène, joint par nos confrères du journal LAS, estime que vouloir sauver l'année ne doit pas primer sur la préservation de la santé des personnes. Dans le journal Enquête, nos confrères accueillent dans leur colonne le ministre chargé de la communication de la présidence, Seydou Gueye, se prononce sur le coronavirus, la situation économique, l'autosuffisance alimentaire, l'éducation et il passe en revue les grandes décisions présidentielles. Dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères tressent des lauriers à Pape Demba Bitèye, le directeur général de la Sénélec, qui, depuis son arrivée dans cette boîte en avril 2019, a su maintenir le cap. Mieux, il a mis sur pied un important plan stratégique pour satisfaire la demande des Sénégalais. Donc, retenons avec nos confrères de Rewmi
Rewmi Quotidien que Pape Demba Bitèye est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dans le journal Sud Quotidien, c'est le président directeur général du groupe Sud Communication, Babacar Touré, qui souhaite à sa manière un joyeux anniversaire à la radio Sud FM. Babacar Touré raconte dans Sud Quotidien la genèse de la création de la première radio privée du Sénégal, une radio qu'il considère comme la radio des gens qui parlent aux gens. Terminons par nos confrères du journal Li Quotidien qui reviennent sur les délibérés très attendus et médiatiques des affaires Binta Camara, commandant Tamsir Sané et les éléments de sécurité du PUR. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda a infligé la réclusion criminelle à perpétuité à Pape Alioune Fall, reconnu coupable du meurtre de Binta Camara. Pour ce qui est de Moustapha Ndiaye du PUR, il a été reconnu coupable de meurtre sur la personne d'Ibrahima Diop et de coups et blessures volontaire sur la personne de Djibril Kébé et il a écopé 15 ans de réclusion criminelle. Paul Bourafet et ses 4 acolytes, eux, devront passer toute leur vie en prison car ils ont été reconnus coupables et condamnés après confusion des peines à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. loo ci soxla rek ñu defal la ko. ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jóg. dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio le numéro 66. appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtres, portes ak protection, inox, étanchéité ak fibrociment pour toiture. ñun waa réew mi xam nañ ne boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. moo tax établissement Mbaye et Frères jug ci sa teel moo tax ngeen taamu ko. établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, type ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi, inox ngir seeni ouvrage balcon ak yeneen. profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme verre. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba, téléphone 33 864 75 15 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ba nekk ca Parcelles Assainies jàkkaarloog croisement 22 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. Sud FM Dakar 98.5. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Coronavirus au Sénégal, les chiffres progressent et inquiètent toujours plus. 125 morts, 4 nouveaux décès recensés, plus de 7160 cas diagnostiqués positifs dans le pays, 38 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Le dernier point complet sur l'épidémie, c'était dans ce journal. La commune de Kaolack a enregistré son 3e décès lié à la maladie. Pendant ce temps, à Diourbel, la contamination d'un élève en classe de CM2 à l'école Notre-Dame
des victoires fait réagir l'administration. Le directeur déclare qu'aucun enfant n'a été testé au niveau de cet établissement. La rédaction a reçu ce vendredi Maître Hassan Diomandjaye qui est revenu sur le bras de fer entre le CIRJUST et le ministre de tutelle et la présence de la Covid dans certaines prisons du Sénégal. Sur l'international changement de visage, la tête du gouvernement français, Jean Castex, est nommé ce vendredi Premier ministre en remplacement d'Édouard Philippe. La revue de presse de Adja Ndeye Mahim Ndiaye a complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alsan Wad. Merci de l'avoir écouté. À partir de 13h, vous aurez El Razo Maodo Faye pour le genre Wolof. D'ici là, portez-vous bien.